d'un imperceptible souffle court et feutré, je vis alors la petite bibliothèque tressaillir pour se fendre littéralement d'un long trait sombre et menaçant, duquel en profitèrent pour s'échapper sinueusement, telles de venimeuses vipères, les relents frais et empuantis de l'infâme courant d'air pestilentiel qui stagnait derrière ces livres. En écartant davantage cet étonnant meuble pivotant, je pus alors aisément me glisser de l'autre côté, en brandissant la lanterne de l'inconnu d'une main et le colt de mon père de l'autre. Dans l'humidité visqueuse d'un profond couloir façonné de pierres sombres et suintantes, une volée de marches aussi raide que glissante disparaissait progressivement vers d'insondables ténèbres inhospitalières. Toutefois, et malgré la lente asphyxie que m'administrait sans vergogne cette odieuse puanteur irrespirable, je m'aventurais prudemment de quelques mètres en évitant de me rompre le cou sur ces marches douteuses et poisseuses. L'idée me vint alors que je m'avançais peut-être en aveugle dans ce qui pourrait bien être un labyrinthe ou d'anciennes oubliettes, un dédale d'escaliers, de couloirs, de fosses et de cul-de-sac destinés à fourvoyer l'impudent. Et c'est à cet instant précis que la lueur déjà vacillante de ma lanterne décida de rendre définitivement l'âme. Les plus oppressantes des ténèbres fondirent alors sur moi en une déferlante vague de goudron huileuse et glutineuse, me privant ainsi du plus indispensable de mes 5 sens en de telles circonstances. La perte de mon odorat aurait été bien préférable. Dans cette soudaine obscurité impromptue, je sentis rapidement poindre une incessante panique émergeant du plus profond de mon être vivement déstabilisé. Un réflexe primaire me colla instinctivement contre le mur le plus proche, comme si en m'abandonnant ici, la lumière avait de même effacé tout le reste du décor, pour me laisser devant un effroyable gouffre invisible, aussi vertigineux qu'insondable. Pourtant, rationaliser la chose ne m'empêcha pas de rebrousser chemin à reculons en tâtonnant aveuglément les marches de mes talons. Car pour rien au monde, je n'aurais tourné, ne serait-ce qu'une seconde, le dos à cette insondable inconsistance ténébreuse qui semblait vouloir m'aspirer comme on gobe un vulgaire raisin. Faute d'éclairage, le petit tunnel étriqué semblait à présent s'étendre sur des distances infinies, et je le devinais dorénavant aussi vaste et perturbant que pourrait être le propre repère insondable de la mort. J'avais hâte de rejoindre à nouveau le petit rectangle de lumière salvatrice qui, dans la méprise de mon affolement, me parut soudain excessivement éloigné de moi. En envisageant de souffler délibérément la mèche de ma lanterne, la Providence venait peut-être de m'envoyer un signe de pondération, un avertissement allusif à mon manque de discernement et la véhémence avec laquelle j'allais me lancer inconsciemment dans cet hasardeux dédale insalubre et pernicieux. Je fus même surpris de me découvrir une telle fougue écervelée, moi qui, d'aventure, organise toujours scrupuleusement le moindre de mes déplacements. Une sorte d'intuition malsaine et déloyalement subtile, au-delà de ma fascination pour cette nébuleuse chasse au trésor, s'immisçait sournoisement dans mon esprit. M'envoûtait insidieusement en m'interpellant fallacieusement et venait jusqu'à s'ingérer dans mes rêves pour les métamorphoser en d'horribles cauchemars. Ce manoir était-il réellement possédé par des esprits malveillants? L'homme qui m'avait assommé était bien réel en tout cas. En refermant derrière moi le passage secret de la petite galerie de tableaux, j'étais bien résolu à reprendre sévèrement mes esprits et m'employer à agir désormais d'une façon plus rationnelle et moins impulsive. En premier lieu, je décrochai les 3 tableaux hypnotisants que j'avais eu la méprise de suspendre à ma vue, car j'étais persuadé qu'ils avaient une influence néfaste sur mon moral. À la place, sur ce large pan de mur désormais vierge,
j'entrepris d'agencer plus judicieusement le pêle-mêle de documents que j'avais grossièrement regroupés sur la cloison adjacente. Je n'étais pas féru des mathématiques, mais j'en avais cependant retenu l'une des règles primordiales. Pour résoudre une équation, il faut commencer par en poser l'inconnu. Conformément à cet axiome et pourvu d'un morceau de charbon que je tirais de l'âtre, je traçais donc un large point d'interrogation au centre de cette vieille tapisserie décolorée. Ensuite, en une aliénante et inexorable spirale incoercible, je m'appliquais à disposer dans un ordre plus cohérent les différents documents que j'avais à ma disposition. J'entrepris le déploiement elliptique de mes indices autour de cette ponctuation charbonneuse par une photographie délavée de l'ancien maître des lieux, Warren, ainsi que celle de sa femme, Eleanor, et une autre de leur fille, au dos de laquelle je découvris son prénom, Lily. Mais hormis ces 3 clichés fanés et ce vieux manoir hanté, c'est à peu près tout ce que je possédais pour l'instant sur le vécu de mes arrière-grands-parents. Puis, au sommet de cette entreprenante roue d'engrenage, à laquelle je portais toute la minutie d'un véritable horloger, dans l'espoir qu'elle finisse par abattre son glas sur mes appréhensions, j'ajoutais l'immonde effigie de ce monstre légendaire et chimérique, le Kraken. Il y avait forcément un lien avec ce mythe improbable et la chose putréfiée mais bien réelle que j'avais entrevue sur les docks. Et pour tenter de situer l'emplacement approximatif du récif du diable, j'affichais aussi la carte des côtes de Darkwater, qui subsistait encore sur le vieux parchemin défraîchi que j'avais déniché sous un meuble. Là encore, je m'interrogeais énormément sur la véracité de cette douteuse histoire de brisant récalcitrant. Une île furtive aux allures démoniaques, capable d'apparaître où bon lui semble en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'en demeurais bigrement perplexe. Quoi qu'ait pu entrevoir Macfellow sur cet écueil fantasmagorique et quoi qu'il ait pu advenir de ces 8 hommes d'équipage, mon pragmatisme ne pouvait assimiler ces phénomènes irrationnels à d'invraisemblables monstres aquatiques survenus inopinément des tréfonds abyssaux, du ciel et même des entrailles de la terre, pour ensuite aller s'abattre furieusement sur chacun d'entre eux. Tout cela ne relevait d'aucune forme de logique apparente, mais dénotait peut-être un début de piste probant. Puis je mis la main sur le paquet de photos le plus répugnant d'entre tous. Mais dans l'intérêt de l'enquête, je me vis contraint d'en joindre quelques-unes à cet odieux tableau déjà peu ragoûtant. Qu'étaient-ce donc ces malformations que j'avais eu l'occasion de discerner à plusieurs reprises? Était-ce là une forme de mutation aberrante et dépravée que j'avais devinée dans la nageoire de ce gigantesque cétacé démembré qui gisait pitoyablement sur les docks et qu'il m'avait fallu assimiler à un grotesque ersatz de membres humains passablement décharnés dont l'abominable main palmée finissait lentement d'agoniser en suintant les derniers relents d'un infâme jus verdâtre et intolérablement nauséeux. Somme toute, aussi inconcevable que fut l'événement, il ne sembla pourtant pas émouvoir davantage l'apathie latente qu'affichaient déjà déplorablement tous les abouliques de Darkwater. Quant à l'idée qu'il puisse subsister quelques miasmes de la peste sur cette île proscrite, cela ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Il s'agissait sans conteste d'une toute autre infection. L'évidente dégénérescence physique que subissaient malencontreusement la plupart des autochtones pouvait aussi bien résulter d'une consanguinité assidue, propre à l'isolement assujetti, que des suites de quelques déplorables expériences génétiques ou bactériologiques qui auraient mal tourné. Néanmoins, les irréfutables témoignages que dénonçaient impudiquement les plus morbides de ces clichés auraient été capables d'altérer la conscience du plus incrédule des sceptiques pour ensuite l'aliéner de façon irréversible face au bien fondé de toutes ces inconcevables révélations. Comme je poursuivais à punaiser inlassablement mes maigres archives sur cette nappe usée, en assaisonnant à présent cette immangeable salade de quelques-unes des images avilissantes de mes lépreux aux pustules purulents, je redécouvris le succinct croquis que je m'étais efforcé de griffonner hâtivement avant que l'image furtive de mon assaillant ne s'évapore loin de ma mémoire, aussi subitement que son corps avait fui loin de moi.
De même, sur l'une des pages vierges arrachées à l'un des carnets de Warren, j'avais grossièrement crayonné l'énigmatique symbole cabalistique étoilé, en m'inspirant du modèle qui avait été placardé sur la porte de ma chambre. Ainsi, je finis progressivement par étoffer l'antique papier peint du moindre indice susceptible de me fournir une quelconque corroboration parmi les nombreuses déductions que j'augurais déjà, en m'éloignant de 2 pas du mur pour mieux en embrasser la globalité. Cette nouvelle répartition m'apparut alors bien plus suggestive, bien que de nombreuses lacunes restaient encore à combler. J'arrachai aussitôt de nouvelles pages vierges au carnet de Warren, sur lesquelles je m'évertuais à retranscrire la pléthore de questions qui me harcelaient la cervelle en permanence. Qui était ce mystérieux intrus? Où menait le tunnel dérobé du manoir? Et quel genre de fratrie démoniaque l'avait chargé d'accomplir cette tâche périlleuse? Certains des plus fanatiques habitants de l'île, sans doute, mais lesquels? Je n'avais encore eu de dégoût d'en croiser qu'une maigre poignée. À ce titre, je punaisais sans tarder un autre papillon à ma collection, bardé de tous les noms que j'avais réussi à conserver en tête, et pour éviter d'en omettre, je me projetais mentalement vers le prélude embrumé de toute cette histoire. Apposé au bas de ce courrier funéraire inopiné qu'une personne était venue glisser furtivement sous la porte de mon appartement parisien, j'y avais découvert un premier nom, celui du gérant des pompes funèbres de Brinston, Fishmong. Lorsque je m'étais rendu sur place pour y récupérer l'urne de mon père, sur l'instant, je n'y avais pas réellement porté une attention particulière, mais avec le recul, je réalisais que la laideur éventuelle que tenta gauchement de dissimuler ce Fishmong s'apparentait sinistrement au détestable faciès de nos propres résidents. Ensuite, je fis la connaissance de ce petit notaire au crâne dégarni, maître Orbu, qui avait surgi dans le bureau de mon père avec son étrange tableau hypnotisant coincé sous le bras. Du peu qu'il avait été capable de rassembler sur mes ancêtres, 2 autres prénoms étaient néanmoins ressortis. Celui de Warren, que j'ignorais encore, ainsi que celui de sa femme, Eleanor, dont j'avais négligé l'éventualité. Mais ce n'est qu'en fouillant abjectement parmi les immondices que contenaient les vieux cartons moisis empilés négligemment au fond du grenier, que je pus enfin restituer un visage à chacun des membres de cette proche famille. Et c'est au verso d'un portrait jauni où souriait timidement une fillette surannée que j'appris de même l'existence de leur unique enfant, Lily. Puis, à l'aide de quelques factures portuaires d'import-export, datées de 1830 à 1855 et qui avaient été regroupées dans une même boîte, j'avais rapidement décelé en quoi consistaient les activités jusqu'alors nébuleuses de ce trisaïeul. De toute évidence, à cette époque, il semblait régenter à lui seul la majeure partie du négoce des docks. Mais une autre pile de factures bien moins glorieuse ne laissait nulle place au doute quant au déboire de sa misérable vie familiale. Il s'agissait d'un conséquent dossier médical où pléthore d'ordonnances certifiaient que non seulement Eleanor était née sourde et muette, mais également que la petite était contrainte de subir un lourd traitement prophylactique pour pallier à d'insurmontables crises épileptiques. En découvrant l'incessant acharnement qu'avait su déployer la fatalité pour avilir progressivement cette famille ingénue, j'avais soudain ressenti une étrange forme d'empathie s'immiscer perfidement sous ma chair, jusqu'à venir impitoyablement refroidir chacune des gouttes de mon sang. Malgré tout, je me ravisais amèrement pour ne pas me laisser dériver à nouveau dans cette vaine compassion, en tentant plutôt de créer de nouvelles corrélations entre ces différents groupes d'images sans nulles accointances manifestes. Mon regard se posa alors sur une petite pelote de laine poussiéreuse abandonnée sur une pile de vieux manuscrits, qui s'obstinait à défier le temps en refusant catégoriquement de se laisser réduire en miettes. J'en tirai délicatement une extrémité que j'enroulai méticuleusement autour de la punaise rouillée qui maintenait le portrait de Warren plaqué au mur. Puis, en m'efforçant de ne pas rompre ce maigre filin, je l'étendis patiemment jusqu'à l'horrible effigie du kraken.
J'en fis autant pour relier ce dernier jusqu'à l'emplacement présumé du récif du diable, que j'avais aléatoirement situé en piquant une épingle au nord-ouest des côtes de Darkwater. Procédant ainsi en ne me fiant qu'à mon instinct, telle une araignée dévidant à dessein son délicat fil de soie derrière elle, lorsque je parvins au terme de ma pelote, je repris 2 pas de recul pour évaluer ce nouvel aspect de ma toile. C'est peut-être à ce moment précis de la soirée que ma santé mentale a malencontreusement trébuché sur la première marche de l'absurde, pour ensuite se laisser glisser nonchalamment sur le vertigineux toboggan de la démence. Car la forme définitive mais impossible qu'auguraient ces 5 traits de laine cramoisie que je venais spontanément de relier entre eux dans une totale incohérence, ces 5 triangles punaisés sur le mur de mon salon comme une énorme étoile de mer déshydratée se conformaient trop parfaitement, trop ouvertement, trop sauvagement à celle du détestable symbole ésotérique à 5 branches, et au centre duquel un œil unique et charbonneux prenait un malin plaisir à me narguer de son regard inquisiteur. Il fallait que je retourne au plus vite à Brixton. Ici, sans électricité ni même un téléphone, mon enquête risquait de s'éterniser inutilement. Je consens qu'il y a 2 jours à peine, lorsque j'avais découvert le misérable bureau que louait mon père dans ce quartier peu fréquentable de Londres, j'avais alors d'autres préoccupations en tête que celle de me lancer dans une investigation spontanée de ses archives. Mais à présent, j'étais convaincu de pouvoir trouver parmi les tiroirs de ces classeurs métalliques bon nombre de réponses à la plupart de mes interrogations. Qui plus est, m'évader incessamment de ce caillou nauséeux pour aller respirer autre chose que des relents de poissons pourris m'enthousiasmait tout autant. J'étais donc redescendu à pied jusqu'au port pour reprendre contact avec le capitaine qui m'avait amené ici. Et comme il semblait coutumier de ces lieux infâmes et exilés, je profitais du trajet pour tenter de découvrir son nom en toute discrétion. Walter O'Deep, qu'une poignée de ses matelots les plus aguerris était autorisée à surnommer Waldo. Un véritable golem façonné dans l'argile des terres irlandaises, le genre de colosse capable de vous soulever d'un seul bras. Je pense qu'il dépassait même le docteur Van Berg d'une bonne tête. Bizarrement, je l'avais trouvé bien plus renfrogné que lors de la première traversée, mais j'imputais cette embarrassante saute d'humeur à quelques soucis qui certainement le préoccupaient. Jusqu'à ce bref instant de stupeur, au cours duquel j'eus le temps d'apercevoir quelques-uns des nombreux tatouages qu'arboraient fièrement les avant-bras outrageusement musclés de ce Waldo. Niché parmi le traditionnel assortiment d'estampes océanographiques dont les marins raffolent pittoresquement de couvrir chaque centimètre carré de leur peau, l'une de ces œuvres charnelles avait particulièrement attiré mon attention, car elle symbolisait une étoile de mer, certes, mais au centre de laquelle un œil immonde et globuleux semblait m'avoir désormais démasqué. Dès lors, je me suis empressé de placer ce versatile capitaine O'Deep en évidence sur ma liste de suspects potentiels. Somme toute, j'avais pris la bonne initiative en décrochant tous mes indices des murs du manoir pour les amener avec moi, car hormis l'évidence que mon débarquement fortuit sur cette île en agaça certains, j'appréhendais que, de surcroît, on ne découvre que j'enquêtais assidûment sur les pratiques douteuses qui œuvraient impunément dans les tréfonds visqueux et ténébreux de Darkwater.
Après 13 heures de voyage avec une courte escale d'1 heure sur l'île de Man, lorsque j'arrivai sur Coral Harbour Lane, il était déjà 22 heures. Harassé de fatigue, j'eus à peine franchi le seuil du petit bureau que je me laissai choir comme une souche à même le canapé miteux de l'entrée. En esquivant de justesse lit de tableau que j'y avais délaissé quelques jours auparavant. Néanmoins, dans un ultime sursaut d'énergie, j'avais jugé plus sage de glisser cette horrible croûte sous le sommier du divan, hors de ma vue. Mais cela ne m'empêcha guère l'assaut d'une horde de songes cauchemardesques qui, durant la nuit, vinrent me harceler sans relâche, en un perpétuel enchevêtrement nébuleux d'images innommables et profondément détestables. Ce mauvais rêve m'avait profondément éprouvé, car il venait de remettre froidement en question ma propre conception de l'existentialisme. Le méprisable sentiment de se sentir tout d'un coup extrêmement insignifiant était venu sournoisement s'immiscer dans ce délire onirique, où je m'abandonnais corps et âme à l'attrait enjôleur et irrésistible d'une entité fabuleuse, titanesque, démoniaque et improprement concevable. C'était comme se retrouver inopinément face à son propre créateur. Mais le plus effroyable était que cette incommensurable déité ne semblait accorder le moindre intérêt envers l'espèce humaine. Et je me sentis soudainement relégué à l'équivalent dérisoire que pourrait paraître un atome de plancton aux yeux d'une baleine monumentale. C'est trempé de cette sueur froide et salée comme de l'eau de mer qu'à l'aube j'émergeai en apnée de cette noyade onirique, engoncé et courbaturé par le confort aléatoire que m'avait fourni cet antique canapé. Après avoir fait craquer les plus douloureuses de mes articulations, je décidai de reprendre mes esprits en allant déjeuner au bar de l'hôtel voisin. Mais le joug acharné de la fatalité n'ayant plus aucune compassion à mon égard, j'allais aussitôt replonger dans les méandres de cette histoire rocambolesque avant même d'avoir avalé ma première gorgée de café. Là encore, si j'avais été un peu plus perspicace lors de ma première venue à Brixton, j'en aurais certainement déduit davantage sur cette enquête en levant simplement le regard au ciel, car étrangement, l'immeuble à peine plus salubre qui jouxtait celui où mon père avait décidé d'installer son bureau arborait sinistrement à l'aide d'un vieux néon spasmodique toute l'originalité de son effroyable nom, Devil's Reef, le récif du diable.